Le Fram a contourné la pointe nord-est de l'Islande durant la nuit et fait maintenant route vers le sud. Autrement dit, le bateau attaque la seconde moitié du parcours en longeant de près une côte montagneuse incrustée de multiples fjords. Toutefois, le paysage est moins abrupt que ce que nous avions vu précédemment, mais les cimes sont tout autant couvertes de neige. C'est tout simplement éblouissant. Et depuis le début de la matinée, le Fram navigue à petite vitesse dans les eaux étonnamment bleues du Sedisfjord. Servi par une météo exceptionnelle pour la région, l'Islande nous refait son show. Ciel pur, air limpide, franc soleil. Les cimes enneigées se reflètent dans l'eau calme. Posté au-dessus de l'étrave, c'est du grand spectacle. Blotti au fond d'une anse cernée par les montagnes, le village de Sedisfjord est réputé en Islande pour ses jolies maisons. Si leur architecture n'est pas plus élaborée qu'ailleurs, cela tient peut-être à la variété des couleurs de façade ou à leur implantation libre autour d'un petit lac qui de fait est le centre d'une agglomération très aérée. La couleur improbable de la petite église ajoute encore beaucoup de charme à ce paisible village. Cette magnifique escale aura été une jolie parenthèse dans le rythme de cette croisière. Appareillage en début d'après-midi. La descente du fjord est aussi lumineuse et spectaculaire que sa montée ce matin. Après une courte navigation en pleine mer, le bateau remonte lentement un nouveau fjord où de hautes et puissantes cascades dévalent les pentes en stries parallèles. Le Fram accoste en fin d'après-midi à Eskifjord, un petit village vivant essentiellement de la pêche et de la transformation du poisson.
Alors que la luminosité décline, le Fram quitte la région des fjords pour naviguer maintenant vers les côtes du sud de l'Islande, beaucoup moins hospitalières. « 7 heures. Le Fram jette l'ancre à Djúpivogur, au large d'une côte plate où une succession de pointes peu visibles et de roches à fleur d'eau empêche le navire d'aller plus en avant. De l'arrière du bateau, la vue est bien différente. De longues falaises noires dominent de larges plaines et plus en arrière-plan, les montagnes sont faiblement enneigées. Dès le débarquement à terre, des bancs de brume imprévisibles s'invitent dans le décor. Il va falloir ruser toute la journée pour y échapper. La randonnée à travers le village commence par l'attraction majeure de Djúpivogur, un ensemble de 34 œufs en pierre polie, correspondant aux 34 sortes d'oiseaux présents sur l'île et qui respectent la forme et l'échelle de chaque espèce. Les nappes de brume masquent de temps à autre un paysage devenant de plus en plus incertain. A priori, un joli point de vue domine le village et offre de belles vues sur la côte. Mais le temps d'y arriver, le brouillard a gagné la partie et tout a disparu. Retour à bord en annexe. Le Fram est bien caché derrière la brume épaisse et n'apparaît qu'au tout dernier moment, tel un vaisseau fantôme. Dans la soirée, le Fram remet en route. Vu du large, les nuages cachent les hauts sommets du Vatnajökull, le plus vaste glacier du pays. Dans la lumière qui descend, nous pouvons voir dans le lointain plusieurs langues glaciaires typiques des paysages de la côte sud, une autre facette de l'Islande. Le ciel a du mal à s'éclaircir ce matin. De gros nuages stagnent sur la côte. Le Fram trace sa route bien au large en profitant d'une mer calme.
Durant quelques instants, il est possible de voir le sommet du glacier Eyjafjallajökull qui recouvre le célèbre volcan dont les éruptions de cendres avaient provoqué tant de perturbations dans le trafic aérien en avril 2010. Cette partie de la côte est dépourvue d'abri naturel. Aussi le Fram a-t-il navigué toute la nuit et toute la matinée en mettant directement le cap sur Surtsey, l'île la plus au sud-ouest du pays. Cette île est apparue sans prévenir un matin de novembre 1963, sortant de la mer en bouillonnant. L'éruption sous-marine dura plus de 4 ans, formant une nouvelle île de basalte et de cendres. Vu du pont du Fram, c'est sombre et peu accueillant. Cette île est sous très haute surveillance. Seuls ne débarquent que des scientifiques venant observer comment la vie peut s'implanter dans un milieu aussi hostile. Le périmètre de protection est étendu. Aussi le Fram doit rester à bonne distance, laissant les passagers un peu sur leur faim. Néanmoins, ce tour de Surtsey est plutôt inédit dans un programme de croisière, car peu de navires viennent se perdre dans un endroit aussi isolé. Le bateau fait ensuite route au nord-est vers les îles Westman, un archipel d'une quinzaine d'îles inabordables, sauf Emae, la plus grande et la seule qui soit habitée. Emae a été le théâtre d'une brutale éruption volcanique une nuit de janvier 1973. Le volcan Elkfeld venait de naître sous les yeux des habitants incrédules. Et dans l'urgence, toute la population de l'île a été évacuée à bord des chalutiers restés au port à cause d'une tempête. Face à l'adversité et malgré une lutte inégale, les Islandais ont gagné le pari insensé de pomper l'eau de mer pour arrêter la coulée de lave qui menaçait d'obstruer l'entrée du port, ce qui aurait été fatal à la survie de l'île complètement tributaire de la pêche. Le Fram est en escale à Emae pour l'après-midi, ce qui laisse largement le temps de gravir le volcan Elfeld en traversant d'abord l'épaisse coulée de lave noire qui, en s'épanchant vers la mer, a brûlé et enseveli en 1973 plus de 400 habitations, soit le tiers de la ville. En quelques années, l'érosion naturelle ou l'action de l'homme ont fait leur œuvre. Des lupins bleus ont réussi à pousser dans la cendre, la mousse vert-de-gris se propage régulièrement. Le cratère domine le site de toute son imposante personnalité, et c'est lentement que l'on gravit l'énorme masse de scories noires et rouges briques qui a bouleversé le paysage. Témoin actuel des pulsations de la Terre, le volcan Elfeld semble maintenant apaisé. Mais pour combien de temps? Le souvenir de sa vigueur passée suffit à ensorceler un amas de pierres multicolores. Au sommet, de petites fumerolles, de l'air tiède et des odeurs de soufre s'échappent du sol. À quelques endroits, la lave est si chaude qu'il est impossible de poser la main. Le volcan assoupi respire toujours faiblement. Ainsi, après avoir gravi fébrilement les bords de cette plaie géante mal cicatrisée, le promeneur semble arriver aux portes des enfers, pourvu que le volcan ne se réveille pas.
Bien sûr, Emae s'est relevé de ce cataclysme et l'agglomération s'est même étendue. Il n'empêche, le volcan dominateur est toujours aussi menaçant. Les habitants se sont résignés face au danger. L'escale se termine dans la soirée. Le commandant du Fram fait preuve de toute son expérience en faisant faire à son bateau un demi-tour sur place dans le petit port. Après avoir rasé les falaises qui bordent le chenal, le Fram gagne le large. Les îles Westman disparaissent peu à peu derrière l'horizon et le bateau met le cap vers Reykjavik, l'ultime escale de la croisière. Les toits de Reykjavik sont bien en vue. Irrémédiablement, le Fram pénètre dans le bassin du vieux port. Le bateau ralentit, s'immobilise et accoste le quai. Les haussières sont lancées, puis raidies par les lamaneurs, marquant ainsi le terme de ce voyage.